Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview one-to-one avec Claire que vous avez pu découvrir dans l'épisode sur la reconversion professionnelle et notamment la quête de sens. Donc Claire, est-ce que tu peux te représenter brièvement pour ceux qui n'ont Oui. pas encore vu cet épisode? Donc Claire Bourrassé, j'ai 33 ans, j'habite Montreuil et je suis coach spécialiste du leadership et de l'empowerment des profils sous-représentés dans les rôles de leader. J'ai créé notamment une structure qui s'appelle Rouge et qui a pour vocation de permettre la révolution du leadership pour qu'on ait des leaders enfin représentatifs et représentatifs de la société et aussi des leaders plus alignés, plus humains et plus engagés pour un monde qui soit plus juste et plus durable, on espère. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste d'être coach? Ouais, alors c'est une bien grande question. Effectivement, c'est intéressant cette question parce que quand on parle de coaching, tout le monde se dit coach en ce moment, donc c'est difficile. Moi, je suis vraiment coach certifié. Donc déjà, en fait, c'est un métier qui est voilà, qui est normé avec une méthodologie. On ne peut pas être coach juste comme ça. Il y a vraiment, moi, j'ai été formée pendant plus d'1 an, j'ai été suivie, j'ai été évaluée. Donc c'est un vrai métier en fait, qui est encore en train de se régulariser, de légiférer. Après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'accompagne des personnes à réaliser des projets. Et moi, mon rôle, c'est de leur permettre de trouver leur propre chemin vers ces projets, vers leurs objectifs, en étant le moins influente possible, parce qu'un des principes de base du coaching, c'est que les personnes que j'accompagne sont les premières expertes d'elles-mêmes, et que c'est pas moi qui ai la vérité pour elles. Donc ce que j'essaie vraiment, c'est de les aider à elles s'accomplir et se révéler vers leurs objectifs en passant à l'action, ce qui est aussi beaucoup un des leviers du coaching. Et ça, je le fais à la fois dans des accompagnements individuels et aussi beaucoup en accompagnement collectif, ce qui est un peu ma spécificité, parce que moi, j'aime travailler dans le collectif. Quand on parle de leadership, ça a quand même du sens de le faire en équipe, en collectif en tout cas. Et donc, je travaille l'idée de faire grandir son leadership en s'exerçant dans des collectifs dans lesquels je crée du lien, un sentiment de sécurité, de confiance pour expérimenter des choses et développer son leadership. Donc, c'est à la fois être coach, c'est à la fois ça, c'est accompagner, enfin, en tout cas pour moi, c'est accompagner au niveau individuel et accompagner aussi l'épanouissement des personnes dans le collectif. Tu peux me dire si tu veux que j'aille encore plus loin, mais ça pose les premières bases. Non mais c'est super et on voit que tu es passionnée par le sujet, ça me passionne aussi donc je trouve ça génial. Toi, ton axe c'est vraiment de parler du leadership des femmes. Pourquoi est-ce que tu as axé ton coaching sur le leadership des femmes? C'est une vraie question. En fait, c'était pas une évidence pour moi au départ. Si vous avez regardé l'épisode tout à l'heure, j'ai raconté que moi, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est comment on crée un monde pour tout le monde, un monde dans lequel chacun et chacune trouve sa place. Et donc, à la base, il n'y avait pas forcément une velléité à aller particulièrement sur les femmes. Ce qui m'a poussée à aller sur ce sujet, la première chose, en fait, hyper évidente, c'est que je suis une femme et que, bien sûr, j'ai envie d'accompagner des personnes racisées, j'ai envie d'accompagner des personnes qui viennent de milieux sociaux défavorisés, j'ai envie d'accompagner des personnes qui n'ont pas toujours les bons diplômes, ce que je fais d'ailleurs, mais faut être très au clair sur d'où je pars. Et moi, je suis une femme blanche dont la mère est prof, qui vient plutôt d'un milieu privilégié. Donc là où je suis plus légitime, en tout cas pour prendre la voix et pour intervenir, déjà c'est sur la représentation des femmes, parce que s'il y a un vécu discriminant que j'ai vécu, c'est celui-là plus qu'un autre, a priori. Donc ça avait du sens que je commence déjà sur cet angle-là. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, les femmes, elles sont pratiquement systématiquement sous-représentées en nombre dans tous les domaines qui sont vraiment clés pour la construction du monde de demain. Donc quand on regarde à la tête des grosses entreprises, quand on regarde même dans les startups qui lèvent des fonds, quand on regarde à la tête des États, etc., etc. Donc il y a besoin d'avoir des voix de femmes qui comptent. Donc à la fois, il y avait un besoin, à la fois moi, je me sentais plus légitime pour commencer sur ce sujet-là. Et l'autre raison, c'est que j'ai fait des groupes de co-développement mixtes au départ. Donc le co-développement, c'est des groupes où on s'entraide un peu à grandir les uns les autres. Et au début, je faisais du mixte avec des leaders qui avaient envie de s'engager. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de compréhension des enjeux quand il y avait un groupe mixte. Par exemple, j'avais une femme qui clairement parlait de sa difficulté à se sentir légitime et à passer à l'action. En fait, clairement, en sous-texte, elle parlait de syndrome d'imposture. Et à côté, j'avais des hommes qui disaient « mais t'as qu'à y aller, tu te poses trop de questions, etc. » Et je me suis dit « ouais, elle a besoin déjà d'être accueillie dans ce sentiment d'illégitimité et de se rendre compte que c'est pas la seule à le vivre et que c'est ok, et c'est ça qui permet de le dépasser. Et si je suis face à des personnes qui comprennent pas du tout ce que je vis, ça va pas m'aider. Donc c'est aussi comme ça que j'en suis arrivée à créer des programmes spécifiquement destinés aux femmes, et notamment un programme qui s'appelle Les femmes ouvrent la voie et qui accompagne pendant 6 mois une promotion de femmes à développer leur propre leadership, un leadership qui leur ressemble, pour le mettre au service d'un monde plus juste et plus durable. Mais c'est vraiment ces différents éléments, légitimité, besoins sociétaux, et puis aussi besoin de se comprendre, de trouver des cercles dans lesquels vraiment je me sens comprise et je vais pouvoir exprimer et explorer et dépasser ces barrières, mais avec des personnes qui comprennent ce dont je parle. Ok. Du coup, le fait d'avoir, au fur et à mesure, développé cet angle-là,
est-ce que c'est très... tu le vois encore... est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes justement sur toi-même aussi en tant que femme, sur tes propres barrières, sur justement ce propre sentiment de légitimité, etc., en accompagnant d'autres femmes? Est-ce que tu te rends compte de choses que tu n'avais pas forcément vues avant? Je crois que je me rends compte surtout quand je reviens dans des groupes d'hommes. En fait, à force, là, j'accompagne à 90% des femmes, mais j'accompagne pas exclusivement des femmes. D'ailleurs, j'ai fait le choix pour le moment rouge et encore une structure qui s'adresse à tout le monde. C'est une question que je me pose régulièrement. Est-ce que je veux le faire que avec des femmes? Et pour le moment, j'ai vraiment choisi que ce soit encore avec tout le monde. Et donc, il m'arrive, là encore cette semaine, d'accompagner des groupes aussi avec des hommes. Et notamment, là, j'étais à Station F, le temple de la start-up, et j'intervenais dans un programme qui était destiné à des start-up qui sortaient d'un MBA, et c'était que des hommes. C'était la première fois que je faisais un atelier avec 9 hommes. Et c'est intéressant parce que là, je vois la différence des questionnements qui se posent, et je me rends compte que forcément, quand je leur fais faire un exercice où ils doivent lister pendant 10 minutes toutes les choses qui les rendent extraordinaires, c'est beaucoup moins difficile pour eux que quand je le fais avec un groupe de femmes. Et c'est plus dans ces moments-là où je vois vraiment la différence qui se crée, et je vois vraiment le fait que les femmes se posent beaucoup plus de questions sur leurs capacités que les hommes, aussi le fait que les femmes sont beaucoup plus tournées sur le sens que ça va leur donner, sur l'impact que ça peut avoir sur les autres, que les hommes que je peux accompagner, ce qui ne déshumanise pas du tout les hommes, mais c'est intéressant. En tout cas, je me rends d'autant plus compte maintenant quand je me retrouve dans un public d'hommes que l'approche de ces sujets-là n'est pas du tout la même, l'approche à l'introspection n'est pas du tout la même aussi. J'ai des personnes qui sont souvent moins ouvertes du côté des hommes, mais parce qu'ils ne sont pas éduqués à se poser ces questions-là. Mais du coup, ça me questionne, ça me questionne beaucoup sur notre rapport à l'ambition. Aussi, je vois qu'ils ont beaucoup moins de mal avec les chiffres, à poser des chiffres hyper hauts, etc. Là où les publics de femmes vont beaucoup plus se questionner. Est-ce qu'on devrait faire tout comme eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver dans tout ça? Ok, ouais, c'est top. Pour revenir déjà à ta reconversion à toi, donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que tu as fondé Rouge. Ouais. C'est quoi les challenges que tu vis encore aujourd'hui, les incertitudes, les doutes? Alors, que je vis encore aujourd'hui, je suis plutôt dans une bonne période. Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps que quand on commence un nouveau poste, quand on est junior, en fait, c'est assez inconfortable. On ne sait pas trop le milieu dans lequel on évolue, on n'est pas encore très sûr de ses expertises, on tâtonne beaucoup, on essaie d'être validé, etc. Et en fait, là, depuis quelques mois, peut-être un peu plus, j'ai l'impression d'avoir passé cette phase, et j'avoue que je suis dans une phase que je trouve assez confortable. Ça a été très inconfortable les 2 premières années, un peu moins au fur et à mesure, mais là, ça y est, j'ai l'impression de me dire, ça y est, je commence à être à peu près experte, reconnue, je me sens à l'aise dans ce que je fais, je me sens à l'aise dans ma compétence, et donc du coup, ça devient de plus en plus agréable en fait. Et donc, j'ai pas d'énormes challenges. Si, un des challenges que j'ai beaucoup en ce moment, c'est comment je grandis, quelle stratégie je mets en place pour faire grandir mon entreprise et qui me correspond à moi. Par exemple, j'ai postulé à plein d'incubateurs et j'ai jamais été sélectionnée parce qu'à chaque fois, on m'a dit que j'étais pas assez scalable. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, comment je grandis selon quelque chose qui, moi, me correspond. Et en fait, je crois que je suis ok avec le fait d'avoir du temps long, avec le fait de prendre peut-être moins de risques financiers d'un coup et de construire les choses brique par brique. Donc, le challenge, c'est plus comment j'arrive à m'entourer dans ce modèle-là, comment j'arrive à faire avec d'autres personnes sans pour autant grandir vite et du coup beaucoup recruter. Pour le moment, je ne peux pas recruter. Et donc, du coup, comment je m'entoure de personnes avec qui j'ai envie de bosser et j'arrive à répartir la charge un peu, parce que parfois, ça fait un peu beaucoup sur mes épaules. Et donc, de pouvoir répartir un peu aussi sur d'autres personnes et avoir d'autres personnes engagées à côté de moi. Donc, c'est top. Merci beaucoup, du coup, Claire, de nous donner tous ces éclairages et sur ton métier, sur la façon dont tu vois les choses. Est-ce qu'il y a forcément quand même de l'incertitude? Donc là, tu es dans une phase qui est plutôt confortable, et tant mieux. Mais il y a quand même forcément des moments où il y a de l'incertitude, des doutes, peut-être des déceptions aussi dans ce que tu entreprends. Comment tu gères ça? Et comment tu rebondis? Comment tu gères ça? Pas toujours bien, je pense que ce serait ça la réponse. Donc chaque année, je vous l'ai dit, j'accompagne une promotion de femmes à développer leur leadership. Et en fait, chaque année, jusqu'au moment où commence pratiquement le programme, j'ai une incertitude sur le nombre de participantes qui vont être dedans. Et c'est un énorme investissement en temps pour moi d'aller chercher ces personnes, de vendre le programme et puis après de le mener. Et puis c'est surtout le projet qui me tient le plus à cœur dans tout ce que je fais. Donc il y a un énorme investissement à la fois émotionnel et physique et temporel dans ce projet chaque année. Et donc chaque année, entre septembre et décembre, parce que ça à peu près le moment où je recrute, je vis des vagues émotionnelles très très fortes je vais devoir ouvrir 2 promos tellement elles sont nombreuses, en fait je vais pas pouvoir faire le programme cette année parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Ouais. Donc de l'incertitude, il y en a toujours, et je pense que quand on est entrepreneur, ça fait partie du jeu. Donc la question c'était comment je gère ça. Donc
pas toujours très bien sur ces phases-là, j'essaye de m'entourer à fond, j'ai une co-coach qui va m'aider à prendre du recul sur le sujet. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint aussi qui est extrêmement soutenant, qui croit en moi et qui va m'aider aussi. Plus ça va, plus j'ai aussi des personnes qui ont déjà participé au programme et qui sont aussi des soutiens pour moi. Donc ça m'aide aussi moralement de pouvoir partager avec elles, de les avoir comme relais, etc. Et puis, j'en parlais tout à l'heure dans l'autre vidéo, mais moi, ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai toujours de la sécurité financière. C'est-à-dire que je ne peux pas fonctionner, je ne suis pas capable d'avoir de la créativité, de l'intelligence, si je me sens toujours au bord du gouffre financièrement. Sinon, je vais agir que par peur. Et le moteur de la peur, c'est pas un bon moteur pour avoir beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, dans la vente, ça marche pas du tout. Le moteur, si vous êtes poussé dans la vente simplement par la peur, vous ne vendrez pas. Et donc, c'est intéressant d'avoir toujours de la marge. Et moi, donc, je m'organise pour toujours avoir de la marge financièrement, ce qui me donne plus de liberté d'action et en général qui me rend beaucoup plus efficace aussi, et donc qui diminue le niveau d'incertitude. Voilà. C'est vraiment, moi, la peur est un gros sujet chez moi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes parents sont des personnes très très angoissées, qui m'ont transmis énormément de peur. Et donc du coup, je suis une entrepreneuse peureuse. Et donc j'accepte complètement cette notion-là, mais du coup, je me crée des conditions pour être plus en sécurité. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je regarde souvent. Comment je peux me créer des soutiens, comment je peux me créer de la visibilité financière, et j'ai besoin de cette sécurité pour pouvoir être libre d'agir. Et explorer ta créativité. Ouais. Et c'est important de le dire parce que je pense qu'on a beaucoup cette image-là de l'entrepreneur effectivement qui fonce tout. Et Candice le disait aussi, qui défonce tout, qui est hyper sûre d'elle, etc. etc. Et ben en fait non, il y a d'autres profils et c'est cool que tu en parles avec autant de transparence. Moi je suis très 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 honnête sur ça. Et puis surtout c'est un peu... c'est parce qu'il y a ce mythe de la figure à quoi devrait ressembler l'entrepreneur. C'est un peu comme le leader, ça rejoint beaucoup de choses sur lesquelles je travaille. Cette personne qui devrait être invincible, qui n'a jamais d'émotions désagréables, etc. La réalité, c'est que quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à monter leur projet au final. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en burn-out, il y a beaucoup d'entrepreneurs en souffrance. Et moi, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé mon projet au départ, le Rouge, et puis le programme Les Femmes Ouvrent la Voie, c'est parce que je croisais beaucoup de femmes entrepreneurs, ou d'ailleurs pas toujours entrepreneurs, mais en tout cas très très engagées dans leur métier, très très passionnées, qui voulaient avoir vachement d'impact et qui étaient complètement cramées. Donc l'idée, c'est plutôt d'être au clair sur ses vulnérabilités, d'être au clair sur ses faiblesses. Tout le monde en a, parce qu'on est a priori des êtres humains, et donc on en a forcément. Et donc comment je peux plutôt être en paix avec ça, les identifier pour me créer les conditions pour que je puisse réussir. Moi, j'y crois pas. J'en vois, j'en rencontre des start-upers qui ont peur de rien et qui veulent aller chercher des millions. Mais pour avoir coaché aussi des personnes dans des entreprises comme ça, je me rends compte que c'est pas toujours des personnes très heureuses et pas toujours des personnes très épanouies, et que des personnes, ces hommes-là notamment dont je parle, c'est souvent des hommes, sont aussi des personnes qui ont des crises d'angoisse très fortes, qui ont des moments aussi très très difficiles, juste ils n'en parlent pas parce qu'on ne peut pas en parler dans ce mythe de ce à quoi ressemble l'entrepreneur normalement aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu auras un dernier mot pour les personnes qui nous regardent ? Un dernier mot sur ce serait un conseil. Ce que tu as envie de leur dire, que tu n'as pas eu l'occasion de dire forcément, et que tu as envie de dire sur toi, sur ton... Si je voulais dire un dernier truc qui est peut-être cohérent avec ma façon de voir les choses, c'est qu'il n'y a pas une voie possible en fait. Il n'y a pas une voie comme avant, il y avait... la voie il fallait faire la grande école pour après avoir la grande réussite dans l'entreprise du CAC 40. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres voies, mais on a tendance à penser que l'autre voie de la réussite, c'est forcément l'entrepreneuriat et c'est forcément d'avoir une grande entreprise qui cartonne et qu'on va revendre des millions. En fait, c'est faux de penser qu'il n'y ait que ces deux voies-là de possibles. Il y en a des millions, des voies de possibles, et je pense que chacun a un chemin qui est hyper différent. Et ce qui est intéressant, c'est se dire, c'est quoi, moi, à quoi j'ai envie de ressembler mon chemin, et je peux changer d'avis demain. Si demain, moi, par exemple, c'est vrai que ça, c'est un truc que je voulais dire aussi tout à l'heure, je pense pas que mon chemin soit terminé. Je me dis pas, je vais être coach en leadership toute ma vie, j'adore faire ça maintenant, mais je sais que tout est encore ouvert, et je trouve ça cool que tout soit toujours ouvert. Donc, vous avez le droit de réinventer votre chemin à tous les moments, et votre chemin a le droit de ressembler à celui de personne d'autre. C'est complètement ok que vous fassiez vraiment vos propres choix et vous décidiez vraiment d'un chemin qui vous ressemble complètement. C'est top, merci beaucoup Claire, je pense que ça va résonner pour beaucoup de personnes, donc merci de le dire. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous qui avaient regardé cet épisode, cette interview, et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.